Donc bon, il n'y a que le Surge éventuellement, bon, vu leur 0-12, on se disait que ça pouvait passer. Donc sur le papier, bon, c'était un peu compliqué. Puis bon, au fur et à mesure de la saison, on voit qu'on progresse. Donc au final, c'est quand même assez encourageant. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% foot US des équipes de The Free Agent. On se retrouve aujourd'hui exceptionnellement non pas pour parler NFL mais pour parler ELF, puisque on a décidé de faire un podcast pour parler de la saison des Mousquetaires, saison de ELF qui s'est terminée il y a un peu plus de 10 jours sur la victoire du Rheinfire contre Stuttgart. Nous, on va parler des Mousquetaires de Paris pendant une petite demi-heure, trois quarts d'heure, avec trois supporters de cette franchise de Paris, mais trois supporters qui ont des supports un petit peu différents, puisqu'ils ont tous vécu la saison des Mousquetaires, cette première saison en ELF, mais ils l'ont tous vécu et ils vous l'ont fait vivre de manière un petit peu différente. On va voir leur point de vue sur cette saison, ce qu'ils attendent aussi de l'année prochaine, qui s'annonce normalement plutôt pas trop mauvaise pour Paris, donc on va croiser les doigts. Avec moi, pendant ce podcast, il était déjà avec nous pour le Power Ranking de début de saison en NFL. Il nous fait l'immense honneur de revenir avec TFA pour ce podcast spécial Mousquetaire. Vous le connaissez sur TikTok, sur Instagram, c'est Mathieu Van Ball. Salut Mathieu, comment ça va? Et bonjour à tous, bonjour les agents libres. Et téléchargez l'application TFA, vous verrez, elle est trop cool. Voilà, et on remercie encore Mathieu de nous avoir fait une très jolie vidéo sur notre application. On reparlera de l'appli en fin d'émission. On a avec nous aussi celui qui gère la page Twitter des Mousquetaires de Paris, non pas la page officielle, mais la page des supporters des Mousquetaires de Paris. Il gère aussi un Discord sur les Mousquetaires. C'est Kevin. Salut Kevin, comment ça va? Bonjour tout le monde, ben, ça va très très bien. Et on a avec nous un membre du COP des Mousquetaires de Paris. Lui, il a vécu dans le stade les exploits des Mousquetaires. C'est Steven, comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien, merci. Et ben voilà, donc on est au complet, on a de tout. On a du TikToker, on a de l'influenceur, on a du Twitter, on a du... Voilà. Bon, Mathieu, toi aussi, tu as été dans le stade à Jean-Bouin assez fréquemment. Kevin aussi, tu y allais, je crois, une ou deux fois. Une fois, ouais. Ouais, voilà, Une une seule, fois. ouais. Moi, je suis le seul à ne pas y être allé, en fait. Et Ah, bravo. Mathieu était dans le COP. Oui, la deuxième fois j'étais avec Ouais. le COP et je vous recommande d'y aller parce que c'est vraiment cool, c'est vraiment une ambiance géniale. Voilà. Donc, on parlera aussi du COP, bien évidemment, pendant l'émission, parce que si vous voulez vous recruter pour l'année prochaine, on parlera un petit peu des activités du COP dans la deuxième partie du podcast. Pour commencer, les amis, cette saison des Mousquetaires, 6 victoires, 6 défaites, une saison, j'ai envie de dire, en deux parties. Première partie d'apprentissage un peu compliquée, une deuxième beaucoup plus belle, avec une série de victoires à la fin pour conclure la saison. Le calendrier n'était pas simple, on en reparlera très certainement pendant ce podcast, mais c'était vraiment un calendrier difficile pour une première saison. D'ailleurs, toutes les défaites ont lieu contre des équipes qui ont terminé en play-off. Comment, Kevin, toi tu juges cette première saison? Tu trouves ça encourageant ou t'es quand même un peu déçu que les Parisiens ne soient pas allés encore plus haut? Bah, alors c'est sûr que au début de la saison, on s'y attend, enfin on attendait à ce qu'on soit un peu plus haut. Tous les power rankings nous mettaient dans le top 3. Mais bon, après c'est vrai qu'on a eu le Rainfire qui ont éclaté tout sur leur passage. Galaxy aussi, donc champion sur la saison inaugurale. Donc bon, il n'y a que le Surge éventuellement, bon, vu leur 0-12, on se disait que ça pouvait passer. Donc sur le papier, bon, c'était un peu compliqué. Puis bon, au fur et à mesure de la saison, on voit qu'on progresse. Donc au final, c'est quand même assez encourageant. Encourageant pour Kevin. Mathieu, toi, prometteur, encourageant, décevant? Ah oui, non, c'est prometteur, c'est sûr que le début de saison il a fait peur parce que forcément tu arrives avec le Rainfire qui est on fire sans un jeu de mots. Le Galaxy, qui se maintient, qui est une équipe forte, et d'un côté le Surge qui a été plus ou moins une surprise parce que c'est un peu la licorne qui cache la centrale. Donc on savait quand même un peu ce qu'on avait à faire. Mais après, j'ai envie de dire, heureusement
quelque part, ça a commencé comme ça parce que ça a permis à l'équipe d'évoluer et d'avoir l'équipe qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est plus que prometteur pour l'avenir. Pour toi aussi, Steven, c'est une première saison prometteuse. Très prometteuse même. Après, c'est vrai que comme l'a dit Kevin, on s'est peut-être vu un peu trop beau, je pense, au fur et à mesure des annonces, des power rankings, etc. Après, même après la première victoire, je pense que le premier match contre les Centurions de Cologne, on s'est tous dit, bon, allez, c'est bon, on est lancé, voilà. Et puis, il y a eu ce match contre les Surge qui nous a un peu tous fait redescendre, je pense. Mais je pense que on parle quand même d'une équipe qui avait que quelques mois d'existence, qui avait fait un combine au mois de novembre, si je dis pas de bêtises. Le début des camps, c'était au mois d'avril. Enfin bref, c'est vraiment une équipe qui était totalement nouvelle. Et je pense que au final, avec beaucoup de recul, si on s'était dit, eh ben, on va ne serait-ce que finir à la balance, et bah, déjà, ça aurait été très très bien. Et on réussit à finir à la balance. Donc je pense que voilà. Il y a eu un apprentissage, comme tu l'as dit, qui a été très compliqué, mais le calendrier était très compliqué. Et puis, au fur et à mesure de la saison, l'équipe a vraiment comblé ses manques, pris confiance en elle. Et puis voilà, on finit sur une belle série de victoires. Je pense que voilà, c'était pas les adversaires les plus coriaces qu'on ait eu cette saison, mais au moins pour la confiance. Et puis pour une deuxième saison qui s'annonce, j'espère, très prometteuse encore. Là, il faudra augmenter d'un cran, mais vraiment, il y a de très belles choses qui ont été faites cette saison. Au final, on a eu 2 défaites contre Francfort, 2 défaites contre le Rhein-Fire, 2 défaites contre Stuttgart, et 2 victoires contre Hambourg, 2 victoires contre Barcelone, 2 victoires contre Cologne. Est-ce que, Mathieu, on peut dire que finalement, les défaites auxquelles on s'attendait sont arrivées, les victoires auxquelles on s'attendait sont arrivées aussi. Bref, bah, c'est la saison auquel, sur le papier, on pouvait plus ou moins s'attendre si on considérait que Stuttgart était une très bonne équipe cette année. Ah oui, Stuttgart, justement, voilà, ça a été, enfin, comme je dis, plus ou moins une surprise. Ouais, parce qu'ils avaient quand même fait un gros recrutement, hein, Stuttgart, cette année. Et quand on voit bah oui, bah ils ont pris Ils ont pris toutes les unicornes ouais. Voilà, l'équipe et le coaching surtout, parce que Ouais. le coaching des Surge, c'est pas n'importe qui au niveau européen. Donc ça a quand même beaucoup aidé. Et c'est vrai que voilà, il y a eu cette surprise, et encore que même le premier match, même si on a perdu, ça aurait pu le faire. Mais après, comment dire, c'est vrai que c'était surtout le Rhein-Fire où bah voilà, on savait que là, ça allait être très compliqué. Le Galaxy aussi. Le Surge, bon bah voilà, ça a été plus ou moins surprise, mais finalement, quand on regarde, ça a vraiment été les premiers coups, et c'est les matchs retour où là, quand même, ça s'est quand même joué de peu. Ça s'est quand même bien défendu. Là, on a senti que l'équipe, ça y est, elle était dans les rails, et ça y est, ça se lançait, quoi. Oui, parce qu'on a quand même une défaite dans la deuxième partie, une défaite contre le Galaxy 23-21, une défaite contre le Rhein-Fire 37-25. Donc ça reste des défaites, mais qui sont vraiment pas énormes non plus en termes Mais d'écart. voilà, faut pas voir que la défaite, faut voir aussi ce qui a été fait pendant le match, quoi. On a vu une réelle évolution. Je pense que si le calendrier avait été l'inverse, on avait commencé avec les Dragons, les Centurions, Et les Sea Devils. et les Sea Devils, bah, peut-être que effectivement, ça aurait peut-être pas été la même, on aurait peut-être pas appris de la même façon. Et puis le match contre le Fire au retour, on est devant pendant 3/4 temps, je crois. Ouais. On se fait avoir à la fin parce que du coup il passe devant et on essaie de on tente une Tu quatrième. surjoues à la fin du match, tu surjoues en fait. Mais on est devant et c'est. Enfin là tu dis c'est bon, là l'équipe elle est là, quoi. On est en train de rivaliser avec la meilleure équipe. Donc on est pas mal. Clairement. Steven, tu voulais ajouter quelque chose? Bah, c'est vrai que après, je m'étais mis aussi un autre point de vue, c'était vrai de regarder les nouvelles équipes au final de l'ELF et qu'est-ce qu'elles avaient fait. Et c'est vrai que ne serait-ce que de ce point de vue-là, voilà, c'est vraiment là qu'il faut se dire qu'il y a des motifs d'espoir parce qu'au final, bon, les Ravens, eux, c'est vrai, ils ont fait une très belle saison. Mais après, voilà, les Guards, ça a été très compliqué. Les Seamen, il y a une bonne chose et je pense qu'au final, ils ont pas eu sur certains matchs, ils n'ont pas les résultats qu'ils auraient mérité.
Mais après, les Huntrunners, les Lions, c'est vrai qu'ils ont eu des saisons vraiment galères. Et au final, en peu de temps, on a quand même réussi à monter une franchise qui est vraiment plutôt solide. Et je pense que si on continue comme ça la deuxième saison, il y a moyen d'attendre de belles choses quand même. En plus, faut pas oublier que dans les équipes que tu as citées, dans certaines équipes nouvelles, il y en a qui ont profité dans leur bilan, quand on regarde le bilan aujourd'hui, de forfaits, notamment de Ouais, Leipzig. Donc, totalement. des fois, on regarde, on se dit, ah bah voilà, ils sont au même bilan que Paris. Oui, mais il y a 2 matchs, en fait, qu'ils n'ont gagné sur tapis vert. Donc, il y a aussi cette dimension-là. Les Parisiens, eux, ont joué leurs 12 matchs. Et Exactement. puis, Les Ravens. les Seamen et les Ravens, de mémoire, en plus, c'est des équipes qui existaient déjà. Hein. Le Seamen, ça c'est sûr. Le Ravens, je crois pas. Bah, après, le Ravens aussi, c'est équipe allemande. Les Allemands, au niveau football américain, c'est déjà un certain niveau. Ah bah ouais. Donc, c'est pas totalement étonnant qu'ils soient là. Après, les Seamen, c'est vrai que quand on regarde les stats, que ce soit le quarterback ou là, ceux qui ont été nommés rookies, ils ont des super joueurs. Mais finalement, ils ont des super stats, mais ça conclut pas, ça marque pas. Mm. Donc, ça gagne pas. C'est ça qui est fou, en fait, quand je regarde les stats des Seamen. On va passer au descriptif un petit peu de cette saison. On va pas faire poste par poste parce que ce serait un peu trop long. On va faire avec plusieurs thématiques. On va commencer par l'attaque et par le quarterback, Zach Edwards, qui était MVP en 2022. Il était donc chez les Dragons à cette époque, les Dragons de Barcelone. Il avait été MVP. Cette saison, il a été, on va pas dire critiqué, mais il y a eu quelques petits questionnements sur son niveau. Alors qu'en fait, quand on regarde statistiquement parlant et les statistiques pures, je prends la saison 2022, hein, donc où il est MVP, c'était 58% de passes complétées, 3300 yards à la passe, 36 touchdowns, 10 interceptions. Si on prend cette année les statistiques de Zach Edwards, c'est 59% de passes complétées, 3096 yards à la passe, 30 touchdowns et 12 interceptions. Au final, est-ce que cette saison de Zach Edwards, Steven, elle t'a quand même convaincu? Bah, en tout cas, c'est vrai que comme tu l'as dit au début, je pense qu'on a tous été très contents de voir qu'il signait à Paris, tout comme on a tous été très contents de voir que Kyle Sweet le suivait et que Adria Botella Moreno le suivait. On s'est tous dit, allez, c'est bon. Quand on a vu ce que Barcelone avait fait notamment la saison passée, on s'est dit, l'attaque, ça va vraiment être le feu. C'est vrai qu'au début, ça a été, oui, comme tu l'as dit, il a été un peu critiqué. C'est vrai qu'on s'est tous un peu posé, je pense, certaines questions, mais enfin voilà, c'est une nouvelle équipe. Forcément, il y avait de nouveaux schémas, etc. Bref, euh, bon, il fallait une période d'adaptation pour tout le monde, bien sûr. Après, c'est vrai qu'on s'est aperçu au fur et à mesure de la saison, et un peu comme pour toute l'équipe de toute façon, qui prenait ses marques, que sur certains jeux, on ouvrait le cahier de jeu et que voilà, on faisait de super perfs. Et puis, moi, le seul petit bémol que j'ai, mais je pense on en reparlera plus tard, c'est sur un peu cette faculté qu'il a un peu, alors à moindre mesure par rapport à certains QB bien sûr, mais de double menace. Oui. C'est-à-dire que Edwards, il y a des phases de jeu, euh, c'est comme le nez au milieu de la figure que tu sais qu'il va courir. Alors on a eu de la chance parce que quand on le savait, ça passait. Visiblement en face, ils s'en rendaient pas compte de ça. Je le Mais savais pas. ouais, visiblement eux, non, ils comprenaient pas. Mais voilà, c'est là où je pense que ça pêche un petit peu du côté de Paris qu'il faudra améliorer, pardon, ce point-là. C'est alterner les courses d'Edwards avec les courses des running. Où là, je pense on peut vraiment avoir un axe d'amélioration. Mais pour en venir et pour terminer sur Edwards, bah, ça reste un super QB. Enfin, je pense que voilà, ça serait idiot de dire l'inverse. Et, Et le petit point, je pense, pour Edwards qui pourrait améliorer aussi, mais après, je sais pas ce qu'on lui demande hein, aussi particulièrement, c'est, je pense, à certains moments, lâche ta balle. C'est-à-dire que si tu vois que tu vas prendre le sac, qu'il n'y a rien d'ouvert, lance-la en touche. Et je pense il y a beaucoup de possessions où on a reculé aussi parce qu'il cherchait le gros jeu, il cherchait le gros jeu, et au final, bah, il se faisait saquer, quoi. Alors, soit il se fait saquer, soit il lance et il se fait intercepter. Surtout Ouais. en fin de saison, j'ai remarqué où il
il forçait beaucoup trop. Totalement. Et soit il court, soit il lance et ça se fait intercepter. Le dernier match, le tout dernier là, c'est obvious quoi. Il a fait 2-3 fois. Voilà. C'est un des points peut-être sur lequel il va pouvoir travailler, mais sinon oui, dans l'ensemble, il fait le taf. Ouais, t'es satisfait de Zach Edwards, soit sur sa saison? Oui, il est il est 4e, je crois, en termes de yards. Donc, oui, voilà. tout à fait. 4e, sachant qu'il est derrière l'extraterrestre Jadrian Clark, qui bon était intouchable cette saison, de toute façon. Oui, Par contre, tu vois, il a 12 interceptions, donc je crois que c'est le deuxième plus gros total de la ligue. Et en termes de sacs, pareil, c'est 30. 36. Non, 36 même. 36, et c'est le plus gros total de la ligue. Ouais. Donc là aussi, soit il garde trop la balle, soit la O-line est un peu. Je trouve que la O-line, elle n'a pas été mais justement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. D'impression, la O-line me semble quand même bonne. Donc, il a pris cher contre les Centurions au premier match. Même le Surge. Hein. Ouais. En termes de sac, il a pris un peu cher quand même. Mais bon, après. En tout, c'est 220 yards perdus sur les sacs cette saison. C'est aussi le leader, si j'ose dire, dans cette catégorie statistique. Il a perdu 220 yards de la saison. C'est quand même assez énorme. Ça fait 2 fois le terrain en 12 matchs. Surtout, que 12 matchs. Ça fait quand même une paire de yards. Toi, Mathieu, un petit avis sur Zach Edwards? Je rejoins globalement ce qu'ont dit mes chers camarades, mais c'est vrai que même en début de saison, je trouvais il avait un peu ses chouchous quand il faisait les passes. Alors que à côté, tu avais ça y est, le nom va pas venir. Un Larose qui était en train d'exploser, d'autres receveurs qui étaient très intéressants, mais il allait pas les chercher forcément. Et après, au fur et à mesure, quand il a commencé vraiment à dérouler et dire allez, il a dû se dire, je sais pas exactement ce qui s'est passé dans sa tête, ce qui s'est passé derrière, mais un peu plus faire la passe, à ouvrir plus de possibilités, donc du coup à diversifier son jeu à la passe, là ça a commencé à devenir beaucoup plus intéressant et bénéfique. Parce que je pense aussi que les défenses adverses, au tout début de la saison, ils se sont dit, il s'est ramené avec Kyle Sweet, qui était quand même son best friend du côté de Barcelone. Kyle Sweet qui sortait d'une saison aussi énorme en 2022. Ils se sont dit, on va mettre, ils étaient attendus. Ce qu'il faut sur Kyle Sweet pour bloquer, parce qu'ils connaissaient, je pense, et Rémi Berthelin aussi. Rose, les Berthelin. Qui était très bon. Oui, Berthelin était très bon aussi. Et donc voilà. Botella Moreno, par exemple, je trouve que sa deuxième partie de saison est plutôt très très intéressante. Il me semblait un peu plus en retrait. En plus, je le salue parce qu'il nous suit sur Instagram. Comme ça me permet de le saluer. Mais voilà, franchement, il a fait une fin de saison que j'ai trouvé particulièrement intéressante. Et d'ailleurs, il a été nommé dans la seconde team All-Star, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà. Et 2 Sundays dans la première équipe All-Star. Tout à fait. Et 2 Sundays dans la première team, ce qui est très bien. 2 joueurs parisiens déjà, c'est déjà pas si mal. On parle de la course un petit peu. On a parlé, tu l'as effleuré, Steven, tout à l'heure en parlant. Le meilleur coureur cette saison chez les Mousquetaires, c'est Zach Edwards. Et oui, et assez nettement, puisque Zach Edwards est à 569 yards au sol. C'est le, si je dis pas de bêtises, 6e meilleur coureur de la ligue en termes de yards. Bon, c'est pas mal. Et ensuite, faut aller jusqu'à la 21e position pour trouver Jason Agemon. Donc, ça fait quand même un petit gap. Est-ce que le jeu de course, Mathieu, c'était un peu le point faible de cette attaque parisienne? Je trouve qu'il n'a pas été en fait assez exploité au début. Au tout début, si on regarde bien, les running backs faisaient plus un poste de tight end à protéger le quarterback qu'autre chose, quoi. Et c'est alors moi, de ce que je trouvais, c'est que justement, l'un des points forts qu'on avait, c'était le jeu au sol. Ça marchait quand même bien, ça avançait. Et là, non. Enfin, je trouvais vraiment qu'au début, le jeu au sol était vraiment mal exploité. Et est-ce qu'on a mal exploité ce jeu au sol, ou est-ce que finalement, Steven, c'est le côté double menace que tu donnais de Zach Edwards qui a fait que on s'est un peu passé des autres running backs? Très honnêtement, je saurais pas vraiment te répondre à cette question. Je pense que ça a été un peu un mélange des deux. Parce que quand on connaît
quand on voit surtout le côté intéressant d'un QB double menace, bah, t'as envie de l'exploiter forcément. Tu vois, c'est par exemple pour prendre un comparatif NFL, quand tu vois une équipe comme les Cards avec un QB comme Kyler Murray, bah quand tes blocs ils sont tenus et que t'as une mobilette, bah t'as envie d'y aller quoi. Donc je pense que dès l'instant où on voit que ouais bah Edwards il avance et que avec tes running bah ça avance pas plus que ça, bah t'as envie de se faire exploiter ce point-là, tout simplement. Alors, je suis pas d'accord, ça avance, Ouais. parce que quand tu regardes les moyennes, t'as Guémon qui est à 4,56, t'as Bofunda qui est à 5,98 et Yepmo qui est à 5,07 yards par carry, ce qui est pas dégueu quand même, donc Non, ça avançait le jeu au sol, c'est juste qu'il était vraiment pas exploité. Hein. Mais justement, est-ce qu'ils ont pas ces moyennes-là aussi parce qu'ils ont été très peu exploités? Comme c'est des moyennes par portée et qu'ils ont eu pas forcément autant de portée que d'autres running backs dans la ligue, est-ce que tu vois si on leur donne autant de portée, est-ce qu'il y aura vraiment ces moyennes-là? Ça c'est une question. Hein. Moi, je pense qu'elles auraient été plus hautes. Sincèrement? Tu penses ça veut que dire c'est vraiment un truc qu'on a mal exploité quoi. Bah oui, parce que ça veut dire quand même que, enfin, ils sont bons en portée quoi. Après, il y a peut-être un peu moins, mais on l'a vu en seconde partie. Hein. Enfin, je veux dire après, quand il y a eu les courses, franchement, ça envoyait, ça partait bien. Hein. Et c'est clair que ça ajoute une menace supplémentaire dans le jeu des mousquetaires, parce que bon, il y a cette menace Zach Edwards, mais si les défenseurs se disent, il faut qu'on en prenne 1, 2, 3 running back, parce que bon, il y avait un vrai comité de coureurs en plus, hein, qui était capable de casser les défenses, ça devient encore plus compliqué. Après, la question, c'est est-ce que Zach Edwards il a couru au moins au début de saison, on va parler du début de saison parce qu'après il y a eu des modifications sur la O-line et tout, des recrutements, etc. Et est-ce qu'au début de saison il courait par choix ou pour sauver sa vie? je pense que c'était plus pour sauver sa vie en début de saison. Ouais. Et après, c'était par choix. En fin de saison, t'as la sensation qu'il force et qu'il y va. Donc, c'est une sensation que je n'avais pas au début. Et beaucoup de jeux à la passe aussi. Hein. Donc du coup, course. oui, de fait. Vu qu'il devait un peu sauver sa vie. Cours, Zach, cours. Non, mais c'est vrai que c'est quand même une attaque qui a été vraiment portée vers la passe et peut-être que c'est un axe d'amélioration pour cette deuxième année. On en parlera en fin de podcast, mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant de développer encore un petit peu plus. Je pense que là, ils l'ont compris. Hein. Parce que justement, j'espère. ça s'est vu à la fin. Là, il y avait vraiment du jeu varié. Et quelque part, c'est ce qu'il vaut au football américain. Il faut varier, sinon, c'est pas possible. Là, sinon, tu couvres que le backfield et puis ça devient un peu plus facile. On parle d'un peu de la défense maintenant des mousquetaires. Une défense qui a été en difficulté en début de saison. Très en difficulté, je pense notamment à ce match catastrophique contre le Rainfire. Alors certes, c'est le Rainfire, mais il y a eu quand même il y a eu un sévère retour à la réalité sur ce match aller contre le Rainfire. Et ensuite, un peu plus tard dans la saison, ça a semblé, on a trouvé une cohérence défensive qui était des plus intéressantes. Alors, ma première question, Kevin, c'est est-ce que c'est la défense qui a progressé ou est-ce que c'est les adversaires qui étaient beaucoup plus faibles? Je ne sais pas, tu vois, j'allais te faire la remarque, c'est vrai que la diversité sur les derniers matchs, c'était pas vraiment ça. Donc après, on sent quand même qu'il y a une progression, mais bon, ils ont pas d'interception, enfin pas de retour de TD. C'est la seule équipe de la ligue à pas avoir trouvé la end zone à la défense. Bon, il y a quand même des axes d'amélioration, quoi. Steven, toi, t'es satisfait de la performance défensive? On va parler en fin de saison, parce qu'en début de saison, je suppose que tu vas me dire que non. En fin de saison, parce que on parle des adversaires, mais si on prend le match aller, le match retour contre le Rainfire, il y a quand même, ils prennent 23 points de moins. Ouais. Donc il y a quand même une progression. De toute façon, de manière globale, je pense qu'on l'a tous vu, hein, entre le premier match contre le Fire et le deuxième, c'était le jour et la nuit. Alors après, il y avait l'ambiance qui fait que, parce que c'est vrai que il y avait une ambiance particulièrement, chaude à Jean-Bouin ce jour-là. Ça a sans doute aidé aussi.
Mais non, la défense, elle a forcément step up. Je pense même pas forcément à la mi-saison, hein, même un peu avant. Et après, oui, comme on l'a dit, le problème, c'est de se poser la question de savoir si elle a vraiment pris le dessus ou si effectivement c'est les adversaires qui étaient un peu moins costauds. Mais après, si je dis pas de bêtises, quand on joue les Sea Devils au retour, euh, c'est un match où, même s'il y a très peu de chances, de mémoire, ils peuvent encore espérer les playoffs. Oui, oui. Voilà, donc, et sur ce match-là, la défense, elle est quand même super costaude. Donc, je pense qu'on peut s'orienter plus sur le fait que la défense a vraiment pris le gap et que voilà, elle va être vraiment consistante pour la deuxième saison plutôt que mettre ça sur le dos des équipes. Alors, on rappelle qu'on connaît pas encore, et je te donne la parole tout de suite, Mathieu, on connaît pas encore le calendrier pour 2024. Si on a eu une demande dans la journée, on nous a dit est-ce qu'on connaît le calendrier des mousquetaires pour 2024? Non, pas encore. On sait quelles équipes seront dans compétition. On sait qu'on en a une nouvelle franchise à Madrid, les Bravos de Madrid, qui seront là pour la saison 2024, qui aura probablement de nouvelles franchises annoncées pour 2025, mais on ne connaît pas le calendrier précis des mousquetaires de Paris à l'heure d'enregistrement de ce podcast. De toute façon, on connaît pas on connaît pas les conférences, parce que du coup, avec Madrid, ça risque de bouger en plus. Oui, non, on connaît pas encore la constitution des conférences. Et puis, il y a quoi? Il y a 17 équipes, je crois. Ouais, donc en plus, ça va encore donner un truc hybride avec 3 conférences, une à 2 à 6, une à 5. Enfin bon, ça va être un truc. Ça va faire comme cette année. Voilà, puisque du coup, on perd les Kings et on prend les Bravos. Donc, voilà, ça va être pareil. Alors que si on avait gardé les Kings, il y aurait eu 3 conférences à 6. Et là, non. Les Kings ne reviendront pas en 2024, déjà, peut-être plus tard. Si on avait gardé les Rams, oui, on aurait eu 18 cette année. C'est vrai. Mathieu, sur l'aspect défensif, est-ce que c'est vraiment cette défense parisienne a vraiment bien progressé cette année à l'image de la franchise en général? J'ai envie de dire oui. Alors après, je vais peut-être prendre un peu des raccourcis sur certains trucs. Enfin, après, c'est mon ressenti de ce que j'ai vu tout au long. Si on regarde au début, alors je vais pas dire que ça reposait tout sur Amir Kilani, mais il était là au début. Quand il a été blessé, j'ai eu cette impression qu'il y a eu un trou tout d'un coup. Et c'est là où on a commencé, la défense a commencé à prendre un peu cher. Et après, donc ils ont fait les ajustements, des nouvelles arrivées, Amir est revenu, et là, ça a commencé à repartir sur de bons rails, voire même de très bons rails. J'ai la même sensation, ouais. Pareil. Je crois que c'est le match quand le Rainfire, il est pas là, et on prend l'eau. Ah oui, totalement. C'était même plus l'eau, c'était le Titanic. Ça tenait. Mais voilà, c'est vrai. Enfin, je veux dire, il y a eu ce moment, voilà, où Amir n'était plus là, ça a fait, ce trou. Puis bon, le Rainfire qui a bien appuyé dessus. Et après, voilà, t'as ces ajustements et ça va mieux. Plus après, le calendrier avec des équipes qui étaient peut-être effectivement moins fortes que ces équipes allemandes, mais il fallait quand même et on a même été à 2 doigts de tenir les Dragons de Barcelone à 0 points puisqu'ils ont marqué leur touchdown à quelques secondes de la fin si ma mémoire est bonne au match aller. Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Voilà. Donc, ils auraient même pu réussir un 0, mais ça n'a pas été le cas. Un petit mot sur ce qui est peut-être le problème, et je le dis vraiment avec affection et avec des guillemets de cette franchise, à parler un peu du kicker, Benjamin Bono. Alors je vais laisser Steven en parler parce que je sais que dans le club ils sont fans de Benjamin Bono, donc on va pouvoir lui donner la parole. Benjamin Bono, est-ce que j'ai besoin de rappeler les stats ou est-ce qu'on va rester bons amis avec Benjamin? Bon allez, on va dire qu'il avait quand même 60% de field goal réussi cette saison, c'est pas mal. 47,83% en extra point. Bon, c'est un petit peu moins. Est-ce que tu as les stats des autres kickers des autres équipes? Oui, bien sûr. C'est ça aussi qui est intéressant. Il est dans la moitié de tableau, je crois, à peu près. Hein, alors, je vais prendre en PAT parce que si tu veux, le problème des field goals, c'est que ça dépend de la distance, tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais voilà. Alors, je te prends en PAT. Si on prend ceux qui en ont fait plus de 3 dans la saison, c'est l'avant-dernier. Il est avant-dernier de la ligue. Il n'y a que celui des Entroners qui en a mis 5 sur 13, donc 38%. Sinon, après, au minimum, c'est celui de Cologne qui est à 50% de réussite.
Donc voilà. il est avant-dernier sur les PAT de la ligue. Après les PAT c'est pareil, hein. Sa moyenne est basse aussi parce que par rapport à beaucoup d'autres équipes, il en a tenté que 13. Que 13 parce qu'ils ont énormément transformé à 2 points les Parisiens cette année. Ouais, mais c'est De pour ça fait, que je bah te oui, posais la question, parce que c'est des trucs à prendre en compte, en fait. et oui, c'est ça. De Ouais. fait, avec la faiblesse du jeu au pied, ils ont fait le choix d'énormément transformer à 2 points. Et Bah, c'est je pense pas qu'il y avait que ça, il y avait aussi le fait de devoir rattraper le score, hein. C'était aussi beaucoup ça, hein. Alors, Ouais, mais il y a eu beaucoup de situations où tu pouvais prendre un point, hein. Oui, ouais. non, non, mais ça, on est d'accord, mais il y avait aussi des situations où je veux dire, il fallait gagner des points. Parce que et sur les conversions de points, on est à 14 sur 20. J'ai regardé la ouais. stat. Et puis bah il y a Plutôt le pas fait bien. aussi que Zach Edwards soit un QB double menace et que du coup pour les conversions à 2 points ça peut aider quand même parce qu'il y a cette possibilité là qui court aussi sur la conversion. Donc c'est voilà. Après est-ce qu'il y a des points ou des field goals même qui n'ont pas été pris parce qu'il y a eu énormément de quatrième tentatives tentées aussi par les mousquetaires. Est-ce qu'il n'y a pas eu des field goals qui ont été laissés un petit peu de côté alors qu'ils étaient possiblement prenables? C'est la question. Bah, de C'est- toute façon, si tu regardes de mémoire le match, alors, de mémoire, hein, pas forcément les Surge, mais le Galaxy à Jean-Bouin, Ouais. tu, tu le perds sur un field goal à la dernière seconde. Je pense que d'ailleurs, c'est la défaite qui m'a le plus brisé le cœur cette saison. Honnêtement, si je dis pas de bêtises, ce match-là, ouais, c'est si tu joues pas forcément les quatrièmes et que tu prends les points et que bah tu rentres les field goals, normalement tu dois le gagner par 6 points, quoi. Ouais, mais justement, est-ce que tu prends pas les quatrièmes parce que t'es Parce pas que tu confiant sur rentreras ton pas les field kicker? goals. Bah, moi, je me souviens d'une discussion que j'ai eue au cours de la saison avec Marc-Angelo Soma et où je lui ai demandé très, très, très gentiment si oui, s'il y avait un souci. Parce que c'est vrai que nous, des fois, dans le COP, on se posait la question pourquoi on prend pas le field goal, etc. Et il m'a dit, bah, regarde les stats et tu verras. Alors, j'en profite pendant que tu parles de Marcangelo pour dire qu'il sera avec nous pour le 3e podcast de la saison parce qu'on en a fait un avec lui avant le début de la saison des Mousquetaires, hein, à la mi-saison. Il reviendra faire un podcast avec l'équipe de TFA pour donner son avis. Là, on fait l'avis des supporters, donner son avis en tant que personne de la franchise. Donc il viendra s'expliquer. On lui posera des questions si vous voulez. Vous me ferez une liste de questions et puis je lui demanderai Ouais. sans aucun problème. Et on salue Marcangelo Souma. Mais Coucou je peux Marcangelo. répondre au stade de la quatrième, hein, c'est 40% de conversion sur quatrième. On est dans le top, enfin dans les 5 derniers, hein, sur ce truc-là, sur les conversions quatrième. Est-ce que Mathieu, alors si je te pose la question, est-ce qu'il y a eu un problème de kicker? Je pense que on est tous d'accord pour dire que oui. Est-ce que Oui, il y a eu un problème de kicker. Après, est-ce que ça peut changer je veux le dire, cours de la saison? ah, totalement. Non, mais ça, le jeu au pied, c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé. C'est hyper important. C'est comme ça que tu gagnes des points. Tu as des équipes, souvent, c'est comme ça. Enfin, le plus souvent, c'est souvent comme ça que ça leur a sauvé des matchs. Parce que le kick au bon moment ou à la fin pour sauver, ça, c'est. Et justement, c'est là où je me faisais la réflexion. C'est vrai que quand on regarde, comparé aux États-Unis, en Europe, le jeu au pied, c'est pas notre truc, quoi. On n'a pas, j'ai l'impression, ce niveau. Parce que là, on parle de Benjamin Bonneau, mais il faut regarder aussi dans les autres équipes. Alors certes, il y a Oui. 2-3 bons kickers, ce qu'on veut et tout, mais dans le reste des équipes, c'est pareil en fait. Tout le monde galère un peu à ce niveau-là. Ah bah totalement. Attends, je vais te donner les stats de field goal là pour le coup. Si on prend des gens qui en ont tenté plus de 1 ou 2, hein, parce que bon, sinon c'est un petit peu le truc. On a le kicker des Guards qui est à 85% sur 14 field goals tentés. Celui de Francfort qui est à 83% sur 24. En dessous, après on tombe sous les 80% de réussite. Donc, Puis on n'en tente que 5 dans la saison, hein, des field goals, hein, donc ouais. il en rate que 2. Hein. Oui, 3 sur 5. Oui, non, non, mais c'est pour ça, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. C'est sûr qu'on voit aussi les 3 points, puis après aussi, il faut pas oublier les kicks pour les engagements, pour les punts, les trucs comme ça et tout, qui, ça, ont été quand même bien maîtrisés, quoi. Donc, Pas en début de saison, je vois qu'il sortait pas. Enfin, on a eu pas mal de flags pour des coups de pied qui sortaient en dehors du terrain, hein, quand même, sur les kick-offs. Hein. non, ça m'avait pas marqué.
En début de saison. Et je pense que justement, en plus, c'est kick-off si on n'avait pas ce XFL, problème donc de il faut faire kicker, attention. le match aller contre le Surge, je pense qu'on le gagne avec une meilleure précision au pied. Mais bon, après voilà, on peut pas De refaire. toute façon, ça, on est d'accord. Qu'on le veuille ou non, c'est sûr que si le jeu au pied avait été beaucoup plus, comment dire, précis, il y a beaucoup de matchs qu'on aurait pu gagner. Après, sans tout mettre aussi sur le dos de Bono, c'est vrai qu'il y a aussi certains coups de pied manqués, si tu regardes bien. Il y a pas, enfin, tout n'est pas de sa faute, hein. Il y a des fois, il y a des odds qui sont pas ouf, des snaps qui sont pas ouf, parce que des bas snaps, que ce soit en kick ou même en jeu, on en a fait cette saison quand même, hein. Ouais. Donc, le problème, je pense, c'est que tout n'est pas de sa faute. Et c'est aussi pour ça qu'au niveau du COP, on a un peu monté cette hype sur Benjamin Bono. C'est qu'en fait, je pense que il y a une grosse part de confiance là-dedans. Et voilà, nous, on a essayé justement de lui donner confiance, de scander son nom, etc. pour vraiment le motiver. Et je pense que je sais pas quelle décision va être prise au niveau de la franchise là-dessus. Mais si tu lui donnes un peu plus de confiance en lui, est-ce que tu peux pas, parce que tu vas pas prendre un import pour le poste de kicker, donc au bout d'un moment tu vas prendre un kicker français, c'est sûr et certain. Bien sûr. Voilà, est-ce que du coup c'est pas intéressant de le garder en se disant qu'il a une première expérience de l'ELF, de se dire que bon bah, enfin lui donner un peu plus de confiance, et je pense que voilà, au final il sait qu'il doit gommer certains trucs, et ce sera fait, mais tout n'est pas de sa faute, encore une fois. Ce problème de confiance, je l'avais un peu souligné en début de saison, où on m'avait posé la question et j'avais répondu, tu sais, quand tu rates tes 2 premiers coups de pied, après, derrière, pour pouvoir se remettre dans le match, c'est compliqué. Donc après, ça fait un peu effet boule de neige. Et par contre, tu vois qu'en juillet, c'était beaucoup mieux. J'ai pas la stat, mais j'avais regardé. En juillet, il a plutôt bien tapé. Et c'est après août-septembre, sur les derniers matchs, par contre, c'est reparti dans des pourcentages un peu moins bons. Je sais pas. Alors après, il y a peut-être aussi l'équipe spéciale en elle-même, hein, qui peut poser problème. Et puis, il faut pas oublier aussi qu'à un moment donné, ils avaient signé un kicker qui a tenté un field goal, il l'a raté, au final, il s'est fait cut. Oui. Non, mais ça a été bref, ouais. C'est un peu global aussi. Je pense que c'était un peu le fouillis à ce niveau-là, et après aussi, peut-être un peu les choses au clair, et voilà, quoi. Après aussi, c'est compliqué pour Benjamin dans le sens où, enfin, je veux dire, c'est de l'image du kick, donc forcément, on va tout lui mettre sur le dos, le pauvre. Bah ouais. Comme tu disais tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord. Un mauvais snap, un truc comme ça, ça va finir sur lui. Même moi, à un moment, dans une vidéo, je me suis trompé, je lui ai mis sur le dos alors que c'était pas lui, le pauvre. Et c'est lui qui est venu me dire, mec, non, là, par contre, c'était pas moi. Ah, pardon, excuse-moi, désolé. Qu'est-ce que tu ferais pas pour avoir des likes? Non, mais même pas, parce que franchement, enfin, je veux dire, je me mets à sa place, je comprends, ça, c'est pas facile, comme disait tout à l'heure Kevin, il a tout à fait raison. Tu viens de louper tes 2 premiers, là, t'as tout le monde qui pose le regard sur toi en mode non, mais c'est quoi ce kicker? Alors que, non, faut regarder sur toute la saison, faut laisser avancer. Et vous, ce que vous avez fait, de vouloir lui donner confiance, c'est génial, c'est ce qu'il faut. Et justement, voilà, là, t'es un professionnel, c'est pas pareil. De mémoire, en plus, il met son premier field goal professionnel quand même au Musculaire. Ouais. De mémoire, en plus. Hein. Oula. Est-ce que vous avez eu l'occasion avec le COP Moi, j'ai entendu. Il a dit, il a mis son premier field goal en professionnel avec les Mousquetaires. Ouais. Oui. Donc là aussi, au niveau recrutement, est-ce que, enfin, il y avait bien un kicker français qui avait quand même un ratio plutôt correct, qui a pas essayé les tryouts. Enfin, moi personnellement, c'est une petite interrogation au niveau de ce poste-là. Est-ce qu'il a eu l'occasion de discuter avec vous de cette fameuse hype avec toi ou un autre membre du COP? Est-ce que vous l'avez vu, Benjamin Bono? Est-ce que ça lui a plu? On rappelle que le COP a mis des masques, hein, à l'effigie de Benjamin Bono, c'est ça, pour le dernier match notamment? Ouais, il y a eu plein de choses de faites, hein. Il y a eu des masques, il y a eu une super pancarte aussi. Ouais. Enfin bref, il y a eu plein de choses de faites, et oui, il l'a vu et il a forcément apprécié.
Après, moi, à titre personnel, j'ai pas eu cette discussion-là avec lui, mais ouais, on a des membres qui ont fait des déplacements et du coup, qui ont pu échanger avec l'équipe et forcément, il était forcément touché et non, enfin, il a forcément apprécié. Et on salue Benjamin Bonneau s'il écoute ce podcast. On le salue, on le salue énormément. Et lui et tous les membres des Mousquetaires, hein, d'ailleurs. Hein, petit cœur, ça. Et j'en profite pour quand même remercier particulièrement Thibaut, qui est vraiment son fan numéro 1 au sein du COP, faut dire les choses. Et il sera content de la petite dédicace. Voilà, et ben c'est passé, il y a aucun souci. Alors juste avant justement de faire des petites dédicaces à tout le monde et avant de parler de l'an 2, je voulais vous demander un petit peu votre meilleur souvenir et votre pire souvenir dans cette saison de LF. Ça peut être soit sur un match, mais ça peut être aussi sur une ambiance pour toi Steven par exemple avec le COP ou voilà ou une anecdote que vous avez. Mathieu, quel est ton meilleur ou ton pire souvenir de cette saison? Meilleur souvenir, d'avoir pu aller à Jambouin avec le COP. Franchement, c'était vraiment une ambiance incroyable. Des gens adorables. C'est le moment de dire qu'il faut aller à Jambouin pour supporter les Mousquetaires. Ouais. Mais oui, bien sûr. Il faut. Non, franchement, c'est... J'en entends souvent, enfin, je veux dire, critiquer un peu parce que ça y est, c'est pas la NFL, c'est machin, bidule. Enfin, les gars, allez à Jambouin, allez voir un match, vous verrez. C'est vraiment une ambiance, un événement, c'est vraiment quelque chose à vivre. Si on n'est pas allé, on peut pas savoir. Alors moi, je ne sais pas parce que j'y suis pas allé, mais j'en profite pour moi aussi saluer Yaya qui a commenté un match en direct de Jambouin. C'était contre Francfort, qui avait été diffusé sur Twitch sur la chaîne de TF1. Donc voilà, on salue tous ceux aussi de la com des Mousquetaires qui nous ont aidés parfois à venir à Jambouin pour pouvoir commenter les matchs en direct. Et vraiment, tous ceux qui écoutaient ce podcast, si vous avez l'occasion, si vous êtes en région parisienne ou pas trop loin, n'hésitez pas à aller voir des matchs des Mousquetaires à Paris, parce que c'est aussi comme ça que la franchise va grandir, c'est avec le soutien populaire qu'il y aura autour d'elle. Totalement. Ça, c'est pour Mathieu. Steven, un très bon souvenir de cette saison? Moi, à titre personnel, bien sûr, ça a été toute la création du COP. Voilà, je pense que ça a été vraiment quelque chose de particulier d'en faire partie. C'était vraiment. Je pense qu'on se rend pas bien compte, mais quand Barry, notre président, il a lancé ça, au final, tout s'est fait vraiment très très vite. Parce que voilà, le match des Surge, il y avait rien. Il y avait Barry avec son tambour au milieu de la tribune. Moi, je me souviens, je l'avais entendu. Et puis au final, de fil en aiguille, il y a eu des liens qui ont été noués comme ça sur Insta. Et le match d'après, je sais plus exactement quand est-ce que c'était. Je crois que c'était peut-être 3 semaines après. Le COP était là. Donc, Ça n'avait pas commencé avec le premier match extérieur? On a commencé chez. Ouais, moi je te parle du premier match vraiment à Jambouin. Oui, à domicile, oui. Là, ouais. Et je pense même nous, hein, on se rendait pas vraiment bien compte, mais la chose qui a été créée en si peu de temps, et c'est là où tu vois que c'était c'était plein de petites mains en final. C'était vraiment une famille et chaque personne a apporté ses connaissances ou alors ses capacités. Je vois Chris qui nous a énormément aidé au niveau de la com. Enfin, il y a eu vraiment un travail exceptionnel de beaucoup de personnes. Je sais que moi, à titre personnel, voilà, je n'ai pas forcément des compétences extraordinaires en dessin, mais grâce à ma femme, on a acheté des draps à Primark, on a fait des drapeaux le soir, je sais pas quelle heure, sur l'îlot de la cuisine. Enfin, tout a été fait avec le cœur et je pense que ça s'est ressenti. Donc, je pense que ouais, vraiment, pour moi, le meilleur souvenir, c'était voir la concrétisation de tout ça. Et le pire, ouais, je pense que ça a été, comme j'ai déjà dit, la défaite contre le Galaxy à la dernière seconde où là, ça fait mal, quoi. Celle-là, elle a particulièrement fait mal. Outre le match du Fire où, voilà, je pense, enfin, c'est un match. Le Fire, on s'attendait pas à grand-chose. On a été déçus, mais on s'attendait pas à grand-chose. Voilà, exactement. Moi, le Fire, moi, ce qui m'avait fait mal, c'était le field goal tiré des 50, quoi. Ouais, c'est vrai. Oh
Coucou Là, on Benjamin te dit, Bonneau. toi, t'arrives pas à mettre des field goals, bah tiens, on va te montrer, tu vois. Mais c'est ça, ouais. T'es là, ah ouais, d'accord. Bah, en commentaire, il y en avait plein qui étaient en mode, ah ouais, c'est ça, un field goal. Ah ouais, oh là là. Ah donc en fait on marque des points quand ça passe au milieu des poteaux, d'accord. C'est ça le concept. Kevin, toi, ton meilleur souvenir de la saison? Alors, alors c'est pas quand je suis allé au stade, parce que la seule fois que je suis allé au stade, c'était pour le match contre Rainfire, où on a pris une piquette. Mais bon, après l'ambiance était magique et tout, et je recommande d'y aller. Même mon frère, tu vois, j'y suis allé avec mon frère, et il m'a dit, ouais, faut qu'on refasse ça. Donc, ouais. J'avais plus de voix à la fin. Mais sinon, mon meilleur souvenir, c'est le match retour contre le Fire, où la fierté que j'avais ressentie d'avoir tenu tête à cette équipe, quoi, qui nous avait éclaté au match aller, qui démontait tout sur leur passage, et on leur tient tête pendant plus de 3/4 de temps. Et voilà, à la fin du match, ouais, j'étais fier de cette équipe, quoi, tout simplement. Et je pense que c'était un de mes meilleurs souvenirs. Et je pense qu'on est tous fiers de la saison des Mousquetaires en règle générale, et c'est déjà ça. Parce que mine de rien, c'est ça aussi qui est important, c'est que plus, on va pas se le cacher, plus il y aura de saisons intéressantes comptablement parlant au niveau des victoires, plus l'engouement en France grandira autour des Mousquetaires de Paris. Et c'est ça qui est bien aussi, parce que mine de rien, s'ils étaient à 0-12 toutes les saisons, je pense que bon, ce serait encore plus difficile. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, excuse-moi de te couper, mais je pense que si justement on avait pu commencer avec des matchs, avec des belles victoires dès le début, l'engouement aurait peut-être été plus fort. Et justement, j'ai peur que justement ces premiers matchs, où malheureusement on tombe sur des grosses équipes qui ont été très très fortes, n'a malheureusement pas aidé. Alors, vas-y Kevin. Ouais, c'est ce que je disais en début de saison, hein, c'est que c'est les victoires qui allaient amener le monde dans le stade. Bon, on n'a pas été servi, mais avec cette belle fin de saison, peut-être que. Moi, je pense que la fin de saison intéressante au niveau des victoires, je suis pas sûr que le soufflet va retomber à l'intersaison. Il y aura cette dynamique quand les places vont réouvrir pour le début de saison prochaine, où les gens se diront oui, ils sont sur une dynamique de victoire. Alors moi, il y a juste un truc qui me fait peur pour la saison prochaine. Il y a les Jeux Olympiques. Oui. Et ça, j'ai peur que ça n'aide pas. Ouais, c'est certain. Bon, mais tu justement, vois, tout ce qui va être accessibilité, tout ça, ça va être, j'ai peur, un peu galère. moi, je le vois à mon petit niveau, à notre petit niveau, au niveau du site de The Free Agent, les résumés, et ça n'a pas forcément à voir avec le résultat du match, mais les résumés qu'on faisait des matchs marchaient de mieux en mieux au fil de la saison. C'est-à-dire que ça avait très bien marché sur le premier avec la victoire. Il y avait eu une redescente au niveau quand il y a eu de la série de défaites, et après, avec 1, 2, 3 victoires, et ben les gens commençaient à revenir lire les résumés, à les partager sur Facebook, machin tout, et tu sentais qu'il y avait quand même un groupe, si tu veux, de personnes qui avaient un engouement pour partager les infos autour des Mousquetaires et tout. Et franchement, on a cette petite fierté, nous, à notre niveau, d'avoir couvert toute la saison des Mousquetaires de Paris. Et c'est vrai que on a senti qu'il y avait quand même un engouement autour de cette franchise. Et puis mine de rien, on était au cœur de l'été. À Paris, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui partent en vacances, etc. Pour une équipe professionnelle de football américain en France, tu as quand même une moyenne de spectateurs de plus de 4000 personnes, quoi. Ça fait. C'est quand même. Alors après, on se rend peut-être pas forcément compte parce que Jean-Bouin, ça en fait 20 et que forcément, tu as des coins qui sont vides. Mais réunir quand même 4000 personnes de manière régulière, c'est énorme. Je crois que c'est 4000. Je crois que le casque de diamant, il fait 4 à 5000, je crois. Oui, c'est à peu près. Ouais. Donc c'est ça toutes les semaines, quoi. Donc, en plus, pareil, ça avait pas aidé au début parce qu'il y avait Roland Garros. Ouais. Moi, je me rappelle pour les chambres d'hôtel, voilà. Mais après, c'était les vacances. Les Jeux Olympiques, là, ouais. Franchement, je sais pas comment ils vont faire, mais ça va être hyper galère. Hein. Mais au final, après, il y a quand même du monde qui est venu. C'était les vacances, mais non, ça a quand même répondu présent. Les Jeux Olympiques, ça dure quoi, 2 semaines et demie, 2 semaines? 3 semaines. 3 semaines, ouais. Donc, il y aura la possibilité de les faire jouer à la rigueur 2 fois à l'extérieur. Mais c'est mi-août, fin juillet, mi-août. On était en bail
C'est ça. S'il y a l'année. 2 matchs à l'extérieur plus une bye week, ils peuvent ne jamais jouer à Ça Paris. peut le faire, mais Bah, à mon avis, c'est peut-être quelque chose même qui va être vu. Je pense parce que que si Oui, le LF vaut mieux. Ouais. Ouais, je pense que le LF va avoir la Ouais, jugeote je de l'avais voir calculé, ça peut et le faire, mais oui. de se dire on va pas mettre un match en plus parce que même ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité, etc., c'est quand même quelque chose à prendre en compte aussi, quoi. Oui. Les amis, avant qu'on parle de l'an 2 de ces mousquetaires de Paris et de ce que vous en attendez, un petit instant promo qui ne va pas durer longtemps, mais tout le monde va pouvoir faire sa petite promo. On va commencer par Mathieu. Mathieu, raconte-nous ce que tu fais. Si je résume, tu nous parles football américain sur TikTok. Voilà, je fais le troubadour sur TikTok. J'essaye de parler de football américain, d'expliquer un peu aux néophytes qu'est-ce qu'est le football américain, en essayant toujours de mettre un petit peu d'humour. Et voilà. Et Pour faire simple. ton compte, parce que donne-nous le nom du compte, parce que sinon... Ah bah le compte c'est Mathieu Van Ball sur TikTok et Instagram. C'est les Voilà. deux plateformes où je suis le plus présent. C'est parfait. Steven, au niveau du COP, donc tu nous as présenté, tu nous as dit que c'était formidable, donc déjà ça on a noté et on le redit, le COP est formidable. Je Je confirme. l'ai vu, mais ça a été prouvé. Est-ce que tu peux nous dire comment on rejoint le COP, comment ça se passe, même les jours de match, comment vous vous retrouvez, etc., etc. Alors, pour rejoindre le COP, il n'y a rien de plus simple. On a une page Instagram, parismousquetiers.com. Voilà, où il y a juste à nous envoyer un petit message en nous disant que vous voulez rejoindre le COP. Et on a quelqu'un qui s'occupe des adhésions. Voilà, il n'y a rien de plus simple. On est aussi sur Snapchat. Voilà. Et puis pour les matchs, bah, on se rejoint, on fait des petites tailgates avec les équipes, les supporters d'équipes adverses. Ça aussi, on est en train de mettre ça en place. On a commencé ça. C'est Geoffrey au COP qui s'occupe de ça et il a commencé à mettre ça en place fin de saison. Voilà, on a commencé tout doucement et puis là, on va vraiment accentuer la chose, faire vraiment des tailgates vraiment sympas pour la saison prochaine. Et On puis va du coup, pouvoir on se papoter avec les retrouve. pop girls du Renfire. Ah, faudra essayer, hein, peut-être, pourquoi pas. C'est ça qui nous manque. Mais sinon, pour les matchs, généralement, on se retrouve minimum 3 heures avant le match devant le stade. On discute, voilà, on mange un bout tous ensemble, on se fait des passes. Enfin voilà, tout dans la convivialité, quoi. Voilà, tout simplement. En fin de je saison, vous confirme. étiez en fin de saison, vous étiez combien de membres dans le club? On était entre 40 et 50 membres dans le COP. D'accord. Pour un COP qui s'est créé en cours de saison, c'est quand même. Ah oui, non, mais c'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais que voilà, on se rendait pas compte vraiment de comment ça avait évolué. Ouais, c'est vrai que ça a été vite. Et même nous, on se disait, c'est assez fou, quoi. Eh ben, c'est top. C'est fou ce que vous avez fait. Franchement, bravo. C'est énorme. On en profite. Bah, il y avait beaucoup de choses. Il y avait mettre en place les champs, donc tout le monde a participé à ça. Il y avait l'achat de matériel, parce que forcément, les tambours, ça se ramenait pas comme ça. Enfin, il y a eu les t-shirts. Enfin, ouais, il y a eu énormément de travail et voilà. Enfin, je remercie à titre perso, je remercie vraiment chaque personne du COP parce que ça a été vraiment un plaisir d'être à leur côté cette saison. Eh ben, nous, on remercie à titre collectif le COP pour l'ambiance qu'ils ont mis et pour la bonne humeur qu'ils ont véhiculée dans Jambouin pendant toute la saison. Et on a hâte de vous retrouver la saison prochaine, bien évidemment. Kevin, toi, c'est la page Twitter, ELF-Mousquetiers. Bon, vous la trouverez assez facilement. Hein. Vous tapez Mousquetaires de Paris, normalement, il y a la page officielle, et puis en deuxième. Je crois qu'on la trouve même avant celle des Paris Mousquetaires. Ouais, je me fais taguer souvent à la place, aussi. du compte Twitter, et du coup, je précise, je fais non, c'est pas moi. Ça n'est pas moi. Il est malin. Et donc, live tweet de match, toute l'actualité des Mousquetaires, en fait, sur Twitter. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc les actualités, les live tweets, bon, alors ça va dépendre un peu finance parce que comme je disais dans le bilan, c'est que cette année ça m'a coûté 45 € parce qu'il y avait le Game Pass équipe, ce qui n'existe plus. Donc du coup maintenant il va falloir en passer à 99. Donc voilà, encore une hésitation, mais normalement live tweet, partage des infos. Moi, je suis très statistique, donc je n'hésite pas à faire des calculs de strength of victory, etc. pour le plaisir. Donc,
Et avec une pointe d'humour, assez souvent. Et Toujours. C'est toujours bon à signaler. Il y a quelques tweets savoureux, j'en ai pas fait un best-of, mais il y en a quelques-uns savoureux. Il y a quelqu'un qui avait repris au tout premier. Alors j'étais déçu parce qu'au tout premier match, ils avaient repris quelques de mes bons tweets comme Cologne prend l'eau par exemple, et ils n'ont pas fait. Et du coup, ils les ont pas fait sur les matchs suivants. Un peu déçu. Alors nous, on l'a refaite, mais on aurait dû te créditer. Je n'avais pas vu que tu l'avais faite. On l'a refaite pour le deuxième match contre Cologne à la mi-temps. On avait tweeté aussi sur TFA. On avait mis Cologne prend l'eau. Voilà, bon, c'est la petite blague. On voit qu'on a le même. Elle est facile, mais elle fait plaisir. Je pense que tout le monde l'a fait. Hein. Nous, on a chanté Cologne fait de l'eau, donc tout le monde l'a fait de toute façon. C'est ça, tout le monde l'a fait. Mais le Rainfire s'enflamme et j'en passe. Voilà. On n'est jamais à court de bons mots et de galéjades. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller suivre la page Twitter ELF-8 Musketeers et vous tombez dessus et voilà, abonnez-vous en masse, ce sera toujours bien. Alors je fais une auto-promo TFA pour ceux qui découvriraient ce podcast à travers Mathieu, à travers Steven ou à travers Kevin et qui connaîtraient pas TFA. TFA c'est quoi? The Free Agent, c'est l'actualité des 4 sports majeurs américains, NHL, MLB, NFL et NBA. On traite donc bientôt la crosse. Bientôt la crosse. Et je milite pour les playoffs de NASCAR, mais mon chef veut pas. Donc c'est pas grave, tant pis, laisse tomber. Donc c'est tous ces sports US. On fait un peu de MLS aussi, qu'on trouve sur un site internet et aussi sur une application disponible sur iOS et sur Google Play. Donc vous n'hésitez pas à aller la télécharger. Vous tapez TFA et hop, vous tombez dessus. Et au niveau de la NFL, on fait 2 podcasts par semaine qui sortent le mardi et le jeudi pour parler de toute l'actu de la NFL. Donc voilà, résumé, info blessure, il y a tout sur le site et sur l'application The Free Agent. Voilà. Et Nature recommande l'appli. Nature recommande l'appli. Non, franchement, elle est vraiment bien, il faut le dire. Hein. Même, pour l'avoir testé, sans parler que j'ai fait une vidéo dessus, il faut reconnaître qu'elle est vraiment très bien, quoi. C'est bien écrit, c'est propre, c'est joli. Non, franchement, faut en parler. C'est une bonne application. Ne pas la télécharger, c'est une erreur. Donc téléchargez-la. Et notez-la sur les trucs. Ça permet toujours de remonter dans les référencements. Alors, on passe à l'année 2 avant de se quitter, les amis. Cette année 2, Mathieu, qu'est-ce que t'en attends? Alors, on va prendre plusieurs catégories. De faire mieux que l'an passé, donc un bilan positif cette fois, d'aller chercher les playoffs ou d'aller chercher le titre carrément? Si déjà c'est mieux, c'est déjà bien, mais après, clairement, le but c'est d'aller choper le titre, évidemment. Après, comment le calendrier va tomber, comment ça va se passer, comment l'équipe va évoluer, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Mais forcément, ce qu'on a envie, c'est du titre. Ah ouais, moi bah oui, mais on a tous envie du titre. Je disais raisonnablement, allez, à quel moment tu te dis que ce sera une saison réussie? Non, on vise pas les playoffs, mais bon, voilà, on est là pour jouer. Bah oui, bien sûr. Tu vas nous faire une Giroud, on vise le maintien, quoi. Ouais, non. Bien sûr, ça c'est gagné, ça déjà. Le maintien, c'est bon. Il y en a qui ont essayé le maintien et puis ils sont pas restés. Voilà. Hein. Leipzig, ils sont pas restés jusqu'au bout. Je les ai pas cités. Hein. Moi aussi. Pour toi, Steven, l'année 2 réussie, ce serait quoi? Benjamin Bonneau qui passe 100% de ses field goals? Faut pas rêver non plus. Mais non, une année de réussie, oui. Non, mais une année de réussie, je pense que ça serait les playoffs. Honnêtement, ça serait les playoffs. Le titre, bien sûr, mais à moyen terme. Mais à court terme, oui, c'est sûr, c'est les playoffs. Après, les playoffs à Jean-Bouin, ça serait magnifique. Mais bon, si on fait les playoffs à Jean-Bouin, c'est que on a vraiment, vraiment très bien performé. Et dans ce cas-là, peut-être viser plus haut encore. Mais non, normalement, vainqueur de la division, le playoff à la maison. Division. Et puis, pas forcément division, mais même, je crois que tu dois être seed 1 ou 2. Donc, c'est ça. Donc voilà quoi. Mais non, les playoffs, ça serait vraiment top. Ça serait la continuité logique de tout ce qui a été fait jusque-là. Et pour toi, Kevin, une deuxième saison réussie? On va à Gelsenkirchen. Fin de saison. Vu le niveau de fin de saison, playoff. Clairement, on était, Galaxy, on est tout proche de les taper. Le Rainfire, on est un peu loin, mais pas tant.
franchement. Puis ça va très vite en ELF quand on voit le surge. Après, Oui, voilà, c'est ce que je disais, c'est que le surge de 0-12, tu passes à finaliste. Pareil, Sea Devils de double finaliste, tu passes à 4-8. Donc ça va très vite, mais si on prend l'arrêt sur image de cette dernière semaine, on peut viser on vise les playoffs l'année prochaine. Clairement, le titre, peut-être pas, parce que bon, quand tu vois que Vikings ils font champion l'année dernière et demi cette année, c'est quand même solide. Ça va être compliqué d'aller après aussi le Rainfire cette année ils ont mis le paquet, le Surge aussi, donc c'est pas, et puis en plus on les a eu dans notre calendrier, donc c'est vrai que ça n'a pas du tout aidé quoi. Playoffs, ça va dépendre comment le découpage des conférences est fait, parce que clairement si on a Madrid, bon en théorie voilà, il faudrait qu'on prenne Madrid-Barcelone quoi. Ouais, alors je suis pas sûr parce que du coup ça va faire la zone sud, ça va être plutôt les deux équipes. Je vois bien les deux équipes espagnoles, l'équipe milanaise, etc. Nous on reprendrait justement plus le Surge du coup dans notre conf. D'après ce que j'avais vu, donc bon, ça serait un peu plus compliqué, mais le Surge clairement il y a le moyen de les taper. On a failli les avoir 2 fois. Le Galaxy, il y a les moyens qu'on les tape, donc non. Playoff. Plein d'optimisme. Oui, vas-y, Steven. Pardon, désolé. Non, mais en parlant du redécoupage, j'ai aucune info là-dessus, mais c'est vrai que je pense que de ce qu'on a entendu, il y aurait potentiellement une deuxième équipe française en 2025. Donc oui, avoir Barcelone, avoir Madrid, avoir potentiellement du coup les deux équipes françaises, comme l'a dit Kevin, d'avoir une conférence sud avec toutes ces équipes-là, ça serait pas déconnant quoi. Alors moi pour le coup ça m'arrange pas de ouf qu'il y ait une deuxième équipe française, ça veut dire que j'ai 2 fois plus de résumés. Et ça veut dire que tes joueurs locaux, tes homegrown, s'ils sont divisés dans 2 franchises. Ouais. C'est vrai. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on a le budget en France pour faire 2 franchises compétitives en ELF? Je suis pas fan. Il est en train de se créer. Ouais, non, mais selon les dires, ça serait, alors je ne confirme rien bien sûr, mais ça serait possiblement Thonon. Non, pas Marseille, ouais. Nous, on aurait voulu, ça aurait pu être très sympa. Toi, t'es tombé sur ma vidéo où j'ai dit que c'était Marseille. Parce qu'il faut savoir que j'ai parlé en disant Marseille, mais c'était un peu pour mettre un coup de pied dans la fourmilière pour voir ce qui se dit. Et ça a plutôt bien marché. Du coup, ça a beaucoup parlé de Thonon. Ouais. Je confirme. Mais ouais, ça serait Thonon et potentiellement, du coup, avec les Sioux de jeunesse, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça parle un peu d'une association France-Suisse, pour cette équipe. Donc, à voir. Après, voilà. Mais est-ce que ça serait pas... Faut pas que ça soit trop tôt. Moi, je pense, faut laisser Paris continuer à bien s'implanter, monter, et effectivement, après... 3-4 ans. On est un gros vivier, que le vivier se stabilise, quoi. Et puis que le nouveau se crée, parce que là, on a commencé à avoir des enregistrements records de 29 000 de la fédération. Donc, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui va arriver, ça arrive. Mais bon, il faut que ça se forme, il faut que ça se crée, il faut que ça attire aussi d'autres joueurs français qui jouent ailleurs. Il y a ça aussi, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Tout à fait. Et on rappelle que la finale 2024 se jouera à Gelsenkirchen, si je ne dis pas de bêtises, dans le stade du Schalke 04. Du club de Schalke 04. Donc, autant dire que c'est un gros stade pour accueillir la finale de l'ELF en 2024. Il nous faut une finale au Stade de France. Prenez vos billets, on sait jamais. C'est génial. Il faut que Paris y soit, parce que c'est vite sold out, mine de rien, la finale de l'ELF. Il faut pas s'y prendre trop tard. Cette année, quasiment un an avant, c'était déjà bien plein. J'ai regardé tout à l'heure. Là, j'ai regardé tout à l'heure sur Ticketmaster. Il y a déjà presque 50% du stade qui est rempli pour l'an prochain. Mais en même temps, l'Allemagne, très très gros consommateur. Je veux dire, quand tu vois le Rainfire qui débarque avec plus de 2000 personnes, 40 pom-pom girls, tu fais ah oui, quand même. C'est autre chose, c'est un autre monde, quoi. C'est la GFL, c'est un autre monde, la GFL comparé à notre casque de diamant. Visiblement, les pom-pom girls du Rainfire ont fait un certain effet. Le cop, il était fou. Désolé, je balance. Non, mais après, faut appeler un chat, quoi. C'était impressionnant. Bah oui.
Et en plus, C'est le ça. Renfire a eu la chance de gagner son titre à la maison, puisqu'ils ont joué dans leur stade la finale. Ah bah là, ils ont tout cette année. cette Hein. année. Là, À franchement, Duisbourg, c'était la saison parfaite, le titre à domicile, bref, saison complète. Bah, en même Et temps, ça- ils avaient tous les meilleurs joueurs, ils avaient tout. Qu'est-ce et qu'ils ça nous n'avaient pas permet- en fait? ça nous permet de saluer Anthony Maungu, qui était l'un des Mais, receveurs de Renfire. Et double champion, Anthony, hein, du coup. Voilà. ouais. Un petit Français quand même champion de LF. Et ça, Ouais. ça nous fait plaisir. Voilà. On le salue évidemment. Merci les amis pour ce podcast review des Mousquetaires. Évidemment, on va parler de l'actualité des Mousquetaires toute la saison prochaine. Donc n'hésitez pas à suivre sur Twitter le compte de Kevin, d'aller voir le COP et d'aller adhérer au COP. Vous retrouverez Steven et tous ses copains. Et bien sûr, de suivre les vidéos de Mathieu qui en poste régulièrement sur TikTok. C'est notre influenceur NFL à nous préféré. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos. Merci. Mais moi, TFA, c'est mon application préférée. Et voilà. Il n'a pas dit que c'était son site préféré, mais son application, c'est déjà pas mal. Oui, Allez, mais d'abord c'est sur l'application et après sur le site. tout à fait. On se retrouve très vite sur les antennes de TFA. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Bonne soirée. Ciao à tous. Salut à tous.